Alors, qui est journaliste, romancier, plus tellement. Je n'arrête pas de commettre des impairs, hein. J'ai un problème de vocabulaire aujourd'hui, donc il n'est pas du tout journaliste. Bah, tu sais quoi, Franck, présente-toi. Je vais me reposer un peu. Non, je suis nul en présentation, en autre présentation. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu es spécialisé dans l'art contemporain. Oui, on va dire ça, oui. Hein, tu as très bien connu Bacon et Giacometti. Non, Giacometti, non, parce que... Oh, bah, pardon, non, parce que j'avais 10 ans quand il est mort, donc je sais pas. En tout cas, tu connais leur œuvre. Oui, ça. Bon, voilà, je sais plutôt. J'ai connu Bacon, voilà. Ça, connu les Bacon. dernières années de sa vie, voilà. Voilà, et donc tu es quelqu'un qui connaît très bien l'art contemporain. Alors, tu es très attiré par le monde de la peinture, le monde visuel. Ça se ressent dans tes romans. Là, pourtant, avec une odeur de sainteté. Alors, c'est bien une odeur de sainteté, c'est pas en odeur de sainteté. J'arrive pas à le faire tenir. Qui est un magnifique roman. On a plutôt un roman olfactif qui tourne, où les odeurs, les parfums vont avoir un rôle vraiment prégnant, au point que l'héroïne va se faire envoûter par une odeur qu'on lui aura demandé de renifler, d'analyser, de humer. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce livre, alors, qui est vraiment le roman le plus ébouriffant, le plus insolite que j'ai lu depuis très longtemps. Hein, c'est gentil, mais peut-être beaucoup. Non, ça marche. Ouais. Non, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est née à Neuset, donc qui travaille pour des laboratoires de parfums, qui est assez réputée dans son métier. Et un jour, on la sollicite pour qu'elle vienne humer le cœur d'une future sainte qui est conservée dans un reliquaire. C'est un cœur qui a presque 200 ans. Donc elle est très étonnée de cette demande, elle-même étant plutôt agnostique. Par curiosité, ça la tente et elle finit par accepter. Et donc elle se rend dans une université, bizarrement, c'est dans une université que ce cœur est conservé. Et la demande donc est faite par un scientifique et par un représentant de l'Église qui est un diacre. Donc c'est Victor Caposil qui représente l'Église et le scientifique s'appelle Alexandre Bonencontre. Voilà. Et à partir de là, elle est très étonnée. On lui présente un petit reliquaire en argent et qu'on lui ouvre une petite étiquette, etc., avec l'inscription sur l'étiquette de la future sainte, enfin la propriétaire de ce cœur. L'ex-propriétaire peut-être? Oui, enfin, je sais pas, je crois que ça doit être toujours. Je crois qu'on doit être toujours propriétaire de son cœur, il me semble, j'en sais rien. Imagine, on peut imaginer. Et donc il y a son nom et elle se prénomme Émérance, et Émérance de Nos étant son nom de famille. Et donc elle est née, je crois, en 1846, enfin je ne sais plus exactement, mais enfin voilà, au début du 19e en tout cas. Et donc elle hume ce cœur et elle doit faire un rapport auprès de ce scientifique. Et elle doit déterminer pour l'Église l'odeur de sainteté qui, en général, il y a un vocabulaire très précis qu'on doit respecter, qu'elle respectera d'ailleurs, mais qu'elle développera point par point avec toutes les nuances qu'elle peut apporter, qui sont à la fois des nuances d'herbacées, de baume, d'onguent, etc. Parce qu'évidemment, ce cœur a été embaumé tout de suite, enfin j'allais dire tout de suite, dès la mort de cette femme, qui est morte très très jeune. Voilà. Donc elle fait son rapport, et à partir du moment où elle a senti ce cœur, elle est transformée, elle ressort, elle repart, elle reprend le métro, etc. Et puis elle rentre chez elle, et puis elle habite à Paris, et là, elle se sent
dans un état étrange, et la nuit elle fait comme des cauchemars, et elle se demande d'ailleurs si elle rêve ou pas, et en fait c'est l'esprit du parfum de ce cœur qui est entré en elle. Alors là on touche un peu à la fois au mystique et au fantastique, et on part dans des aventures, je ne sais pas si... Oui, c'est ça. C'est vraiment un roman qu'interroge, en fait, c'est ce qu'on s'était dit, le mystère. Hein. On est à la limite du fantastique, on va petit à petit verser dans le fantastique, mais au début, en tout cas, c'est un roman qui est ancré dans la sensualité, dans les sens. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette femme, donc Jeanne Doucet, qui est donc cette femme qui est née, elle est, depuis sa tendre enfance, elle est bouleversée par les odeurs et les parfums. Elle a un don surnaturel, un peu d'exception, et elle en fera donc son métier. D'ailleurs, on peut lire un passage, c'est l'Incipit, où il est question justement de sa relation au parfum, et notamment le passage où elle se rend compte qu'elle est tellement sensible aux parfums et aux odeurs qu'elle ne peut plus manger. J'avais décidé de ne plus me nourrir. Il m'a fallu réapprendre à manger. Ma mère, fine cuisinière, s'en est chargée, s'y est appliquée. La laitue fraîchement cueillie dans le jardin, les herbes, persil ou cerfeuil, plus tard l'ail qui pique les narines, ou encore l'oignon cuit m'y ont aidé. Peu à peu, j'ai apprécié les saveurs des aliments, celles de la rhubarbe aux tiges marbrées de rouge, que ma mère faisait fondre avec une noix de beurre et du sucre, qui embaumait d'une légère amertume aux soirées de fin de printemps. Et toujours, quand ces arômes parviennent à mes narines, ils réveillent ma gourmandise. Il me suffit de plisser les yeux et les jours anciens apparaissent. Les senteurs tendres de la maison de pierre et son grand jardin plein de pluie ressurgissent. Comme il était plaisant, au mois de juin, de m'assoupir sous l'épais édredon des fleurs de tilleul. Sa douceur sucrée annonçait les jours tranquilles de l'été. J'avais une petite camarade avec qui je cabriolais dans les chaumes durant les vacances, insouciante et heureuse. Et au temps des moissons, à l'exhalaison des champs de blé fraîchement coupés, de la chaleur des foins, j'associe le ravissement et, peut-être, le parfum de la félicité, celui d'une peau laiteuse, égratignée, de sang séché. La mémoire olfactive n'efface pas les jours enfuis. Elle étire le temps, ravive les souvenirs, nourrit les légendes, fait rayonner en nous toute la vie. Les demeures ont leur senteur fidèle qui somnole quelque part dans un coin de la tête, comme les gardiens de l'enfance. Nous vivions au bord d'une rivière, des remugles de vases remontés. Leur âcreté me semblait venir des profondeurs de la terre. Ils ne m'ont jamais quittée et je ne peux que les aimer. Les jours de chaleur, lorsque je marche sur les quais de la Seine, comme aujourd'hui, quelque chose de sourd monte en moi, m'emporte et dilate mon cœur. Oui, alors, j'ai lu ce passage parce que on voit à quel point il y a une richesse de sensations autour des odeurs. Et le titre du livre, c'est pas en odeur de sainteté comme le veut l'expression figée, c'est bien une odeur de sainteté qui lui donne un sens beaucoup plus concret. Il est question d'odeur dans ce livre. Oui, tout à fait. Enfin, oui, d'odeur, de parfum. Que dire je ne sais pas. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'est un livre aussi sur le réel qui dérape. En fait, je voulais m'éloigner de notre monde d'aujourd'hui qui est ce qu'il est. Donc, je ne veux pas m'étendre, tout le monde le vit tristement. Mais donc, c'est quand le réel dérape et qui devient incontrôlé, et en fait, ça nous arrive à tous dans la vie. Parfois, il y a des choses qui surgissent et on se demande comment ça arrive, en fait. Et là, c'est ce qui se passe dans la vie de cette femme, Jeanne Doucet. Elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Alors, c'est cette histoire
d'odeur de ce cœur. Quand elle le renifle, elle se dit, d'ailleurs elle écrit dans son rapport, elle dit « il est plein de nuit », parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très, très sombre et ça vient de loin, et en fait ce parfum finit donc par l'habiter, peut-être même la posséder, bien qu'il n'y ait rien de vraiment diabolique. Et quand ce parfum la possède, en fait, elle décide de partir à la recherche de cette femme, enfin de la propriétaire, j'allais dire, enfin de ce cœur, qui est cette femme à qui il appartenait, cette future sainte. Il y a vraiment un côté enquête dans le livre, hein. Il y a cette, oui. Et ça c'est très intéressant. Oui, elle mène, c'est une enquête, elle mène une enquête pour essayer de retrouver cette femme, ce qu'elle a vécu et savoir aussi pourquoi elle est devenue sainte ou elle deviendra sainte, mais en même temps, elle part en même temps à la recherche d'elle-même, en définitive. C'est une quête sur elle, quoi, en fait, qu'elle mène en même temps. C'est une double quête et enquête. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est justement que dans le roman, et ça on n'est pas habitué, il y a une connexion entre quelque part la sainteté, puisqu'il s'agit de savoir si cette femme va être béatifiée. Hein, alors elle s'est signalée par des actes de sainteté, hein, et on veut être sûr, enfin le Vatican veut être sûr, le Vatican, je ne sais quelle congrégation religieuse, c'est le Vatican, hein, c'est le Vatican qui béatifie. Donc on est vraiment dans le spirituel, dans l'éthéré, le religieux, le sentiment du sacré. Et étonnamment, on accède à ce sacré par le sens le plus animal. On sait bien que l'olfaction, c'est le plus, on dit souvent, c'est le plus animal des sens. Oui, d'ailleurs, c'est le sens qui est peut-être le plus délaissé, quoi. Après l'ouïe, la vue, oui, bien sûr. C'est vraiment l'odeur, l'odorat, c'est... Et c'est ça qui est étonnant. Alors, des romans sur l'odeur, comme par exemple, on pense au parfum de Suskind, etc., on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une... là, le parfum est un vecteur qui conduit à un monde spirituel, mais par le biais d'une enquête, c'est-à-dire qu'elle est comme appelée par cette femme, et il va falloir qu'elle la retrouve. Et là, il y a quand même toute une histoire, peut-être pas policière, mais enfin, il y a vraiment une enquête, une quête. Oui, enfin, c'est elle la détective de sa propre vie, peut-être de la vie à la fois de Émérance de Noces et en même temps de sa propre vie, quoi. Et elle part, en fait, elle est menée cette enquête, et cette quête par l'odorat. C'est le nez qui la guide, en fait, sur les traces, parce que elle demande évidemment et aux diacres et aux scientifiques de l'aider, Alexandre Bonencontre donc, et Victor Capozzi. En fait, et l'un et l'autre sont très très avares de renseignements, et ils essayent ils distillent peu à peu des bribes de choses, mais bon, elle est heurtée par, je sais pas, son téléphone ne marche pas, elle est en zone blanche, etc. Enfin bref, et elle se retrouve confrontée à des personnages un peu extraordinaires, mais encore une fois, comme on peut en rencontrer dans la vie de tous les jours. Parfois, on a... D'ailleurs, moi, je me suis inspiré de gens que j'ai rencontrés parfois à différents moments de ma vie. Le libraire, Pardon ? Notamment le libraire, non ? C'est pas le libraire d'ancien, oui, le libraire qui arrive à la fin du livre, effectivement, mais aussi, même, il y a un personnage qui a une prothèse, enfin une main avec une prothèse, donc en plastique, un peu rustique, on va dire, enfin, un peu archaïque. Et cette femme aussi qui tient une auberge, qui est une japonaise, un peu curieuse, c'est des choses qui arrivent. Enfin, vous vous trouvez dans une auberge à la campagne perdue, et puis un jour il y a un personnage qui vous accueille, qui est très très étrange. Bon, ça arrive, quoi. C'est des choses. Alors là, il y a une suite d'événements. Effectivement, on est un peu dans le fantastique. Et puis elle découvre un lieu où a vécu Émérance de Noces. Et là. Attends, avant d'en arriver là, moi je voulais qu'on lise un petit passage sur l'envoûtement. La façon dont elle se fait envoûter, alors pas du tout de façon diabolique, mais divine. C'est vraiment, voilà, elle est d'un seul coup habitée par... Pour flairer, renifler, je m'y prends à 3 reprises. Tout
d'abord, je fais le vide, ferme les yeux, enfin concentré, contracte mon thorax, gonfle ma poitrine, puis incline ma tête sur le reliquaire en argent, aussi gros qu'une boîte d'allumettes. Alentour, le silence. Mon nez maintenant à quelques centimètres, si près du petit cœur, si petit qu'il ressemblerait à une mandarine rétrécie à la peau desséchée. Le mien palpite. Je reste un moment à regarder ce caillou alourdi de quiétude, presque à l'admirer. Puis, les yeux fermés, je me lance. Nez en avant. De longues secondes, toutes narines ouvertes, à aspirer de profondes bouffées juste au-dessus. C'est comme si un autre monde entrait en moi. Habituellement, lorsque je pratique ce type d'exercice à l'aveugle, avec divers corps étrangers, des feuilles sèches, des lichens, des herbacées ou des fruits, se dégagent des évocations précises, impressions nettes de matinées d'été ou de printemps, d'iode ou de jardins exotiques. Là, quelque chose d'inconnu vient me caresser les narines. Tout d'abord, une douceur condensée, un monde sous narcotique encore endormi, qui laisse part à l'imagination, non sans trouble, sans appréhension. Des motifs colorés se mettent à papillonner, des lumières informes, abstraites, denses comme à l'intérieur d'un kaléidoscope. Une mélancolie s'empare de moi. J'entends venir une peine lointaine. Alors, la notion du temps disparaît. L'esprit ne peut que sombrer dans un abîme peuplé d'ombre. Je me tasse sur moi-même. Je m'efforce de m'extraire de cet étourdissement, de ressusciter. Je finis par lever un peu la tête dans l'impossibilité de parler. Je sens le rose me monter aux joues, comme si j'avais bravé un interdit. D'abord un gros soupir, puis en lenteur, ces mots s'échappent de mes lèvres, comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Il est plein de nuit. Je ne savais quoi dire d'autre. Il est plein de nuit. Merci beaucoup. Alors, de quelle nature est le mysticisme qui imprègne votre roman? Est-ce que c'est un mysticisme véritablement religieux? Non, c'est pas du tout religieux, justement. C'est, enfin, cette femme émérance de noces. Le problème, c'est que je peux pas tout dévoiler parce que si je. Oui, c'est ça. Il ne faut pas tout dévoiler non plus. Mais enfin, on apprend pourquoi. Enfin, elle ne devient pas vraiment religieuse à la fin, et on comprend qu'il y a un appel de Dieu, on va dire. Bon, voilà. Mais on essaie de comprendre ça, mais c'est pas. Je peux pas m'expliquer là-dessus, en fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communion entre ces deux femmes, celle qui a vécu au Moyen-Âge. Pas au Moyen-Âge, au 19e. Pardon. Je fais exactement comme les élèves. J'ai été prof, et pour les élèves, le 19e et le Moyen-Âge, c'était pareil. Donc finalement, je les ai un peu trop fréquentés, et je fais comme eux. Le 19e et même le 20e, c'est le Moyen-Âge. Ah oui. Voilà, c'est bien le drame. Mais ce qui est étonnant dans votre roman, et je trouve que c'est assez admirable, en plus vous êtes un homme, de toute évidence, c'est le récit de cette communion entre ces deux femmes qui sont séparées par, je ne suis pas capable de calculer, mais quelques centaines d'années, et la façon dont elles communiquent à travers cet envoûtement. C'est étonnant comme histoire. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que les hommes ou les femmes peuvent communiquer, à travers les siècles, les années, les décennies, sans... Je pense qu'il y a une même pensée, enfin, c'est la même chose. Enfin, moi, il me semble que la nature humaine est ainsi faite. Enfin, on peut... Non, je ne sais pas. Alors, le roman va petit à petit
se diriger vers quelque chose où le merveilleux aura une part beaucoup plus grande. Et il y a quand même un moment où cette présence qui la hante, hein, qui est sous forme fantomatique, qui est une essence très éthérée, enfin elle dit qu'elle sent cette femme l'habiter petit à petit, elle dit une autre que moi est dans moi. Oui, c'est ça, c'est qu'elle ne contrôle pas ce qui se passe, ce qui lui arrive, quoi. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Oui, elle est véritablement habitée, et à un moment, elle va quand même se manifester de façon plus claire au terme de l'enquête. Et là, il y a un très très beau passage que je voulais qu'on lise. C'était justement cette rencontre. Alors c'est un petit passage qui ne dira pas, qui ne divulgâchera pas. On peut lire la rencontre. Il y a donc quelqu'un. Elle revient, ombre dans la trace de mes pas. Elle me parle une fois encore, sa voix froide. Laisse-moi rester. J'aimerais m'échapper, mais elle me retient, me prend d'assaut. Je sens sa présence dans mon dos. Son babil m'étourdit, m'embarrasse. La frontière entre songe et réalité s'efface. Un fredon vient frapper à mes oreilles. Le corps vous quitterez, non le tourment. Cendre vous serez, mais sensibles encore. Poussière, oui, mais poussière amoureuse. Je me laisse surprendre et me perdre dans cet état de torpeur, mon petit cœur battant. Je m'y résigne. J'entends comme un murmure. Aujourd'hui, ta conduite a été merveilleuse. Impossible de faire la sourde oreille. J'écoute la douce voix accrochée à ces mots qui m'emplissent, me dévorent. Qui de nous deux entraîne l'autre? Nous avons, elle et moi, la même stature, mais ma vie n'a rien d'exemplaire. L'éclat d'un visage au teint translucide, mi-femme, mi-enfant, le front haut, les traits creusés par l'épuisement, rayonnent et se dressent devant moi. J'aurais aimé hurler, mais aucun son ne peut sortir de ma bouche. L'apparition phosphorescente, faite d'ardeur et de tristesse, brûle dans l'ombre noire, puis se dissout en un instant. Frappée de stupeur d'avoir vu l'imperceptible, je dévale l'escalier à toute vitesse, avec l'impression de me poursuivre. Suis-je moi-même? Suis-je l'autre? En bas, le feu s'est éteint. Le grondement des eaux et le bouillon des écumes de néant emplissent un silence. Je garde l'éclat de l'inoubliable, la force suprême de ses yeux, ceux d'une enfant qui n'avait plus le désir de grandir. Qui croira à ce mirage? L'inconnu s'est produit. Je suis tenue au secret. Condamnée à me taire, aucune raison de m'épancher. Je sens comme un apaisement, même si un vide immense me sépare de celle à qui j'ai volé le cœur. La présence d'Émérance m'est devenue nécessaire. Et je me demande si dans l'autre sens, elle aussi a besoin de moi. Reviendra-t-elle? Merci Estelle. Merci. Alors, d'où vous est venue cette idée, quand même très étrange, d'envoûtement par l'esprit d'une sainte décédée de plus de 100 ans? Oui, alors en fait, au départ, c'est un truc qui s'est passé dans ma vie normale, on va dire. Je déjeunais avec une amie, et à la fin du déjeuner, je lui dis: qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors cette amie est née, donc, mais c'est pas elle. Je ne parle pas d'elle du tout dans le livre, c'est pas du tout elle qui elle s'appelle pas Jeanne et son mari ne l'a pas quittée, etc. Elle est née à NEZ. Oui, oui, bien sûr. Elle travaille chez un parfum. Tout le monde est né, sinon. Hein. Un jour. Et donc, et à la fin du déjeuner, je lui dis: qu'est-ce que tu fais maintenant? Et elle me dit: figure-toi, on m'a demandé un truc très étrange, et d'aller humer un cœur. Donc je suis parti de cette histoire, et je lui ai dit: tu me diras, je trouvais ça incroyable. Et quand elle me dit ça, je lui ai dit, afin de déterminer l'odeur de sainteté. Alors j'étais très étonné. Donc c'est réel. Il y a une base de réalité. Le point de départ est réel, absolument. Incroyable. Oui. Et quand elle me dit l'odeur de sainteté, je lui dis d'ailleurs, mais tu devrais écrire un livre. Et puis
elle l'écrit pas. Alors je me suis dit, mais c'est à toi de l'écrire, c'est pas à elle. Et puis je lui ai dit, tu me diras ce qu'il en est. Voilà, elle m'a envoyé juste un texto le lendemain en me disant que c'était une bonne odeur et une odeur suave, c'est tout. Alors avec ça. Mais à partir de là, j'étais en train d'écrire un autre roman que j'espère terminer un jour. J'ai arrêté net et je me suis mis à écrire celui-là. Et j'ai absolument tout inventé après. C'est vous qui avez été envoûté à distance par l'odeur de ce cœur. Je ne sais pas par quoi j'étais envoûté, mais non, mais ça m'a paru tellement incroyable parce que ça se passe encore aujourd'hui ainsi. Ça me paraît dingue, quoi. Voilà. Attendez, parce que là vous m'effrayez. Vous voulez dire que c'est une procédure qui a vraiment lieu, c'est-à-dire que pour... Ça a toujours eu lieu depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on hume les reliques. Oui. Pour déterminer leur odeur de sainteté. En fait, le cœur, normalement, chez les saints, il n'y a pas d'étape de putréfaction. Donc ça dégage des odeurs, mais en fait, ils trichent parce que, en fait, ils les embaument et ils mettent des produits afin de les conserver, sinon ça se désagrégerait, évidemment. Ça pourrirait. C'est quand même étonnant qu'il y ait ce processus pour déterminer un degré de sainteté, hein, ce qui est quand même absolument hors du domaine de l'art. Il y a d'autres étapes avant, ça c'est une ultime étape, mais qui est un passage obligé, mais qui est vraiment... oui, j'imagine bien qu'ils ne prennent pas n'importe qui, et qu'il faut que la personne se soit signalée par une vie particulièrement admirable, de bonnes actions. Mais c'est quand même étonnant, parce que c'est vrai que l'odeur, c'est quand même très animal. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas, j'ai fait lire votre livre autour de moi, et que certaines personnes ont dit, mais c'est dégoûtant en fait, sentir un cœur mort. Voilà. Oui, mais 200 ans après, vous imaginez bien que ça sent plus une odeur de viande en putréfaction. Je n'imagine pas du tout ce que ça sent, justement. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Et surtout cette relation, comment est-ce que on peut, en partant de l'éventail du parfum, déterminer à la sainteté ou non. C'est-à-dire qu'au fond, là, elle a dit que c'était suave, que c'était... Alors elle dit, ça devient sous votre plume, il était plein de nuit. Oui, mais ça, c'est une invention après. Bien sûr, ça j'ai bien compris. Mais comment on détermine, oui, cette personne va être béatifiée parce que l'odeur le conforte, ou non, ça sentait pas bon. Non, mais en fait, on demande aux personnes qui viennent sentir et puis déterminer si cette odeur, ce parfum, en fait, c'est une pure formalité. On leur demande de dire que c'est une bonne odeur. C'est le terme qui est quasiment obligé, quoi. Oui, et suave aussi, la suavité aussi. Donc c'est vraiment une formalité. Donc on n'achète pas la personne qui vient, puisque en fait c'est bénévole évidemment. On ne va pas payer la personne qui vient sortir le cœur, mais on pourrait, quoi. Mais c'est pas le cas. Oui, puisqu'elle est censée quand même donner un avis impartial. Bien sûr, mais elle ne va pas dire, je sais pas quoi, ça sent, je sais pas quoi, le rat mort, hein, ou je sais pas quoi. Ce serait assez amusant, je trouve qu'il y aurait un autre roman à écrire, où le cœur, ça pourrait être amusant. Alors, là, vous avez parlé de l'anecdote d'origine, c'est cette rencontre avec oui, ça c'est vrai, oui. Votre ami. Mais ce qui est étonnant dans ce roman, c'est que vous êtes plutôt quand même un homme vous commentez l'art, vous êtes quelqu'un vous avez tout le vocabulaire évidemment lié à l'art et au visuel. Qu'est-ce que ça fait d'entrer d'un seul coup dans l'écriture? Ça m'intéressait beaucoup. Mais je suis moi-même très sensible au parfum et j'ai pas un nez extravagant, mais je suis très sensible au parfum. Et le problème, ce que je raconte pendant un moment d'ailleurs, c'est qu'on a plus l'occasion de rencontrer, quand on a un nez un peu plus puissant que les autres, peut-être, un sens assez développé, c'est qu'on sent plus les mauvaises odeurs que les bonnes, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu de bonnes odeurs, en définitive, dans la vie. Oui. Et d'ailleurs, dans l'équipage de votre roman, je peux le dire maintenant, cette jeune fille ne mange plus parce qu'elle est rebutée et dégoûtée par les odeurs, les miasmes de son propre corps. Oui. Et ça la sépare
de la vie, disons, La vie, ordinaire. Elle ne peut plus manger, hein, parce qu'elle est obsédée par ces mauvaises odeurs. Voilà. Donc vous faites des descriptions magnifiques de belles odeurs, mais il y a quand même cette idée que l'odeur, elle a ces deux, tout cet éventail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on distingue l'odeur et le parfum. Hein. Le parfum en général c'est quelque chose de très agréable, et l'odeur en général c'est péjoratif. D'ailleurs, mon éditrice, Isabelle Gallimard, elle ne voulait pas que j'appelle le livre une odeur de sainteté. Je dis, je ne vais pas l'appeler un parfum de sainteté. Donc, je lui ai proposé, pour la divertir, 3 ou 4 autres titres qu'elle trouvait très bien. On veut les connaître. Hein. Non, mais j'ai oublié, on va dire, parce que non, je les ai oubliés, mais elle me dit, ah, mais ça c'est bien, ça fait un peu, justement, moyenâgeux. Oui, excusez-moi, vous ne m'avez pas aidé, parce que c'est vrai qu'on est là en date. Et voilà, mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, en fait, à écrire ce livre. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Après, il se trouve que la sainte, la Émérance, elle a écrit aussi, mais je ne veux pas tout dévoiler, mais elle a écrit et on retrouve les traces de ses écrits pendant un moment dans le livre. Et là, il m'a fallu inventer son propre langage à elle. Et ça j'ai beaucoup aimé l'écrire. Oui, c'est aussi un des pans étonnants de votre roman. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs romans dans ce roman. On a l'impression que vous auriez pu en écrire au moins. Il est très court. Hein, mais... Il est très court, mais il y a 3 romans dans ce roman. On avait le sentiment qu'avec chaque partie, vous auriez pu vraiment écrire un roman. C'est extrêmement condensé, dans une très belle langue. Et pour moi, il y a vraiment 3 romans. Hein. Il y a... je sais pas, mais moi j'aime bien les ellipses. Hein. Dans les romans, j'aime bien qu'on laisse des failles afin que les lecteurs et lectrices puissent s'y engouffrer et développer elles-mêmes ou eux-mêmes ce qu'ils ont envie de, ce qu'ils visionnent, enfin ce qu'ils envisagent et des choses de départ de leur propre imaginaire. C'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'un roman c'est écrit bien sûr, mais ça doit laisser des parts aux lecteurs, aux lectrices de poursuivre et même d'achever le roman à leur manière. Quoi. Voilà, pour ça j'aime bien ces ellipses, passer d'une chose à l'autre assez rapidement, de manière à laisser comme ça l'imaginaire libre du lecteur. Alors, vous décrivez quand même cet envoûtement, cette communion entre 2 femmes qui ne se connaissent pas, qui ne vivent même pas à la même époque, et qui sont reliées par le fil ténu de cette odeur qui a été humée. Quand on sait que vous êtes critique d'art, que vous êtes entré en résonance avec des œuvres, est-ce que vous avez parfois eu cette expérience d'être habité par l'œuvre d'un autre, d'être habité par l'esprit d'un autre? Oui, enfin là on parle de l'esprit d'un parfum, enfin d'une odeur. Après, habiter, c'est beaucoup dire. Non, c'est-à-dire accompagner, on va dire oui, parfois, surtout par pas forcément par des choses visuelles, par des peintres, mais par la nature, enfin, mais ça c'est le 2e volet, je crois qu'on se revoit samedi. Oui, on se revoit samedi pour la nature, parce qu'il y a aussi dans ce livre une part merveilleuse faite à la nature. Il y a des descriptions de la Touraine, je crois, de la Bourgogne. Oui, enfin ça peut être, c'est la Touraine, mais enfin ça peut être toute campagne en fait. Qui sont absolument magnifiques, et comme tu y faisais allusion, on se revoit en effet à Hénande pour un autre de tes livres, c'est le précédent. Histoire naturelle qui est une merveille, hein, sur des... Ah bah si, d'ailleurs, c'est pas vrai? Voilà, on l'a lu encore hier, avec cette sensibilité que tu as à la beauté qui nous environne, et ce talent pour saisir à la fois ce qui est visible et ce qui affleure sous le visible, ce mystère de la beauté. C'est ce qui m'intéresse effectivement, c'est la part d'indicible et d'invisible, et c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans ce roman-là, c'est l'imperceptible en fait,
qui relie les êtres et à travers des années, là en l'occurrence. Il y a ça. Alors, pour répondre à la question d'avant, en fait, par exemple, je me sens. Il y a des moments, je vis beaucoup à la campagne, en Touraine principalement, et là, je fréquente et j'arpente la campagne, les bois, les champs, les prés, etc., et la rivière. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre. Il se trouve que j'habite le village où est né Ronsard, Pierre de Ronsard, le poète. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'est lui qui m'accompagnait, en fait. C'est bien ce que je dis, il y a quand même, t'es quand même sacrément hanté par des artistes. Faut pas exagérer. Non, mais d'ailleurs c'est le sujet de mon prochain livre, Ronsard, parce que c'est les 500 ans de la naissance de Ronsard l'année prochaine. Voilà. Et je ferai un petit livre qui va s'appeler Avec Ronsard. C'était pas avec Bacon, parce que déjà... Non, j'ai fait avec Bacon, mais Bacon, je l'ai connu en revanche. Mais il me hante toujours d'ailleurs, parce que je viens de publier un livre qui est sorti la semaine dernière, d'ailleurs, qui s'appelle Bacon, éclat d'une vie, et qui est un livre en fait un peu particulier parce qu'il est illustré de dessins d'un dessinateur. Stéphane Manel. Voilà. Et c'est aux éditions Segers. Et c'est ce qu'on appelle un roman graphique. Enfin bon, cette appellation, je ne fais que l'employer. Je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais enfin, parce que c'est pas ce que j'ai écrit, c'est pas du tout un roman. Mais il y a 37 chapitres qui essaiment toute la vie de Bacon et puis son entourage, ses inspirations, les poètes qui l'ont, parce que c'est surtout les écrits qui l'inspiraient, et sa propre vie aussi. Donc il y a à la fois les portraits de ses amis, plus ou moins connus, et puis parfois très connus, mais parfois pas très connus, et puis de grands écrivains qui l'ont, enfin surtout des poètes d'ailleurs, qui l'ont beaucoup inspiré. Voilà. Bon. Ce que je vous propose, comme on l'a fait pour les réunions précédentes, c'est de passer un petit moment avec Franck. Mais vous pouvez me poser des questions, hein, si vous voulez. Oui, il y a peut-être des questions à poser avant. N'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça. Hein. Bon, si vous êtes timide, vous pourrez lui poser derrière la table ici, là, en regardant son livre. Je vous rappelle qu'on verra Franck samedi prochain à Hénan en compagnie de Christophe Mailly. C'est à quelle heure? C'est la question intéressante. C'est à 15h, c'est ça? C'est à 15h. Hein. Et là, ça sera... 15h04 16h. Oui, c'est 16h en fait. C'est 16h. Merci. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Ben, j'ai aucun sens du temps. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais pas quel âge j'ai. Et on ne va pas savoir là. Voilà. Et il ne faudra pas rater ça parce que je pense que c'est deux grands esprits qui se rencontrent et deux belles écritures. Excusez-moi, 14h30 à 18h30, moi qui suis quand même fidèle. Ah, c'est en général. Oui, il y a 15 poètes. Ils sont 15. 3 artistes plastiques, 15 poètes qui vont lire. Et chacun à peu près une demi-heure. Enfin, vous aurez droit à 1 heure parce que vous êtes avec Christophe Mailly. Mais eux, c'est 16h, mais à partir de 14h jusqu'à 18h30, dans les 2 lieux, hein, il y aura des lectures et de la musique. Et ça, oui. Et on terminera par le concert d'un magnifique ensemble vocal féminin, les Cordiales, qui viendra clore cette belle journée. Mais comme toujours, c'était pas la peine de le préciser. Voilà. Merci. Et puis je vous laisse avec Franck.